Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Le géant Genesis fait faillite, faisant craindre des répercussions plus larges sur le Bitcoin. Donc tu vois que déjà l'annonce de la faillite de Genesis, c'était pas supposé nous amener à un Bitcoin qui pompe présentement. Quand je vous dis que les marchés agissent de façon irrationnelle parfois, donc fragilisés par la chute de FTX, la plateforme de prêt en crypto-monnaie a déposé le bilan jeudi. Donc, hier, plus de 100 000 créanciers sont concernés. Donc, c'est quand même assez gigantesque. Genesis, c'est une plateforme plutôt institutionnelle. C'était attendu, mais pas encore confirmé, la plateforme de prêt en crypto-monnaie. Genesis a déposé le bilan jeudi, demandant une protection en vertu du chapitre 11 de la loi sur les faillites aux États-Unis devant le tribunal fédéral de Manhattan. Dans son dépôt de bilan, la société indique avoir plus de 100 000 créanciers, des dettes comprises entre 1 et 10 milliards au même titre que ses actifs. Donc, c'est gigantesque. Et puis, la cote qui a été mentionnée, bien que nous avons fait des progrès significatifs en affinant nos plans d'affaires pour remédier aux problèmes de liquidité causés par les récents défis extraordinaires dans notre industrie, y compris le défaut de Three Arrows Capital et la faillite de FTX, une restructuration judiciaire présente l'avenue la plus efficace pour préserver les actifs et créer le meilleur résultat possible pour toutes les parties prenantes de Genesis, a déclaré Deram Islim, patron intérimaire de Genesis depuis le mois d'août. Donc, on fait faillite, mais on a plutôt l'air de dire que c'est une restructuration dû au fait que, oui, ils ont énormément amélioré la situation, mais c'est pas assez. Donc, ils préfèrent se mettre sous la loi de la protection des faillites pour faire une restructuration. Je continue avec FTX. Justement, John G. Ray III déclare qu'il envisage de relancer l'exchange crypto en faillite. C'est hallucinant. Il signale dans une interview donnée au Wall Street Journal avoir créé un groupe de travail pour explorer le redémarrage de FTX.com. Personnellement, ça va vous étonner, mais si FTX se relance, moi, je serai client chez eux. Pourquoi ? Je sais que ça va faire un peu parler, mais parce que, tout simplement, s'ils se relancent, ils n'auront pas le droit à l'erreur. S'ils doivent se relancer FTX, ce sera complètement de nouvelles personnes qui seront à la tête de FTX. Forcément, il n'y aura pas SBF et toute sa clique. Et surtout, en fait, pour qu'ils puissent durer dans le temps, pour qu'ils puissent relancer leur plateforme, ils vont être obligés de être ultra transparent et legit sur les fonds des utilisateurs, les réserves qu'ils ont de côté, tout ça. Et encore plus que par exemple ceux qui sont déjà en place comme les Bybit, Bitget, Binance, tout ça, ils vont devoir être encore plus clean pour relancer tout simplement la plateforme parce que tout le monde va regarder ça en priorité. Du coup, ça peut me paraître pas mal à voir, surtout que la plateforme était plutôt appréciée, ils avaient une belle interface et tout, ça marche plutôt bien. Alors, Google qui s'apprête à licencier 12 000 employés, du coup c'est énorme, on le voit que toutes les grosses sociétés n'arrêtent pas en ce moment de licencier, c'est normal, tout le monde est obligé de passer par là, du coup moi je suis content, je suis pas passé par là, bon après je suis pas une grosse société, en plus de ça je passe mon temps à recruter, du coup je suis content, je suis dans le sens contraire, ça fait plaisir, mais les grosses sociétés elles n'ont pas le choix, ils sont obligés de liquider, de supprimer des emplois avant de repartir plus fort. Du truc pas joli qui se passe en ce moment, c'est avec le SWIFT. Donc le SWIFT, c'est le moyen de paiement international. Donc là, je te traduis ça. Les échanges crypto utilisant le réseau SWIFT, c'est le seul réseau, je sais pas si c'est le seul, mais le plus utilisé au monde pour les échanges internationaux. Pour faciliter les demandes de dépôt de retrait en monnaie fiduciaire, c'est effrayant le nombre de réponses qui ne connaissent pas SWIFT et l'importance de cette annonce. Alors de réponse, je sais pas ce qu'il entend par réponse, on s'en fout. Fondamentalement, les échanges cryptographiques sont coupés du système bancaire 1er février. Donc là, on te dit que le 1er février 2023, le SWIFT, tu ne pourras plus passer par SWIFT pour faire des virements sur les cryptos. Alors j'ai d'autres, voilà. Ici, pardon, Wall Street Pro qui nous dit breaking news, SWIFT ne va plus process. Alors je vais te le traduire directement en français. SWIFT ne traitera plus les transferts en monnaie fiduciaire, donc c'est le fiat, le rôle de l'art, des comptes bancaires vers les échanges crypto d'une valeur inférieure à 100 000 $ à compter du 1er février 2023. Cette décision empêchera la crypto l'accès à des dizaines de millions de personnes dans le monde entier. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que ça va être atroce? Est-ce qu'on s'en fout de cette news? Est-ce que ça va être atroce? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On verra bien dans la semaine. On verra bien comment ça va faire. Est-ce qu'on s'en fout finalement? Ou est-ce que ça va être atroce pour le marché? Moi, je ne peux pas te dire parce que je ne sais pas quelle est l'ampleur des transferts SWIFT pour faire rentrer du pognon dans les échanges. Bon. En tout cas, que le plus gros
le plus gros acteur de transferts internationaux, dit que en dessous de 100 000 balles, tu peux pas transférer dans des échanges. C'est hallucinant. Je comprends pas d'où ça vient. J'essaierai de chercher pourquoi il y a ça. C'est pas une bonne nouvelle. Bon. Les débats de l'année 2023 commencent fort. Entre Marine Tondelier d'Écologie Les Verts qui veut éradiquer les riches. Nous revendiquons que nous ne voulons plus en France 2 milliardaires. Nous voulons une France sans milliardaires. Et le forum de Davos qui réunit les hommes les plus puissants et les plus riches de la planète, il y a un débat qui s'installe sur la richesse et le pouvoir. D'un côté, on sent bien qu'il y a quelque chose de stupide à vouloir éradiquer les riches. Et de l'autre, on sent bien que les riches en question qui se réunissent à Davos sous l'égide d'un Klaus Schwab qui souhaite éradiquer la propriété, ne nous veulent pas forcément du bien non plus. Pour se résumer, si les écolos de gauche veulent imposer les riches jusqu'à ce qu'ils disparaissent, où s'arrêteront-ils ? Une fois les milliardaires disparus, faudra-t-il enchaîner avec les millionnaires ? Et ainsi de suite, jusqu'à quand ? Mais en même temps, si les ultra-riches au pouvoir vous promettent de vous déposséder de toute propriété, ça revient un peu au même. Quels repères peut-on avoir et comment faire pour s'en sortir ? Récemment, sur mon compte Twitter, j'ai lancé un débat sur les inégalités qui s'est un peu enflammé dans les commentaires. Je suis parti d'un article de Blick, un journal suisse qui explique que 1% des Suisses possèdent 44% de la fortune du pays. Cette répartition de la richesse interroge car elle fait furieusement penser à ce que l'on peut trouver dans des pays pauvres ou fortement corrompus. Sur cette échelle, la Suisse se place entre l'Inde et le Brésil, sachant que les USA sont bien moins inégalitaires à 35% et que pour les autres pays européens, on est plutôt dans les 25%. Pourtant, la Suisse est un des pays où le ménage médian vit le mieux. La preuve avec ce graphique où vous pouvez voir que le patrimoine médian du Suisse est hors compétition avec les autres grands pays occidentaux. Pire que cela, ce dernier graphique nous révèle que plus le patrimoine médian est élevé, plus le patrimoine moyen explose. Autrement dit, à l'exception des USA, plus les riches sont riches, et plus il y en a, et plus les gens normaux vivent bien. Étonnant, non ? Mais alors que se passe-t-il ? Les riches, c'est bien ou c'est pas bien ? Et surtout, comment faire pour gagner de l'argent si les deux camps, les verts de gauche et les ultra-riches, veulent nous mettre les bâtons dans les roues ? Salut Achor, je me demandais que se passerait-il demain si euros et USD ne valaient plus rien. Les crypto-monnaies auraient sûrement pas mal de valeur parce que les gens auraient sauté dessus et elles sont adossées à plein de paires. Mais je dois t'avouer que tu regardes au Venezuela ce qui s'est passé avec la déflation de la monnaie. Regarde ce qui s'est passé dans tous les pays où il y a eu une très grosse déflation. Tu vas avoir une petite idée, c'est la merde. Regarde ce qui se passe à Beyrouth aujourd'hui. T'as deux cours de la monnaie. T'as le cours officiel proposé par le gouvernement et tu as le cours auquel les gens sont payés en local qui est pas le même cours. Enfin, c'est un truc de fou. Personnellement, j'ai entendu Beyrouth. Merci Célicior, allez je valide. Résultat des courses, tu te retrouves dans une situation où tu as des marchés parallèles qui se créent, t'as des gens qui essayent de fuir le pays, Liban, Venezuela, Argentine, tous les pays sous les francs CFA. Enfin, quand vous voyez le Salvador qui se met derrière le Bitcoin, c'est qu'il y a des raisons les gars. Ce sont des gens qui cherchent des alternatives et qui se sont rendus compte que le dollar était certes une alternative mais qui leur faisait du mal aussi. Et du coup, ces gens se tournent vers des crypto-monnaies. Je peux pas dire exactement comment ça va se passer parce qu'il y a différents paramètres qui font qu'on va le vivre différemment, mais oui, ce serait catastrophique aussi bien pour le petit porteur que pour le gros investisseur, quoi. C'est tout ce qu'il faut retenir. Alors maintenant, on passe à l'Iran et la Russie qui vont émettre un stablecoin indexé à l'or. Alors j'en avais déjà parlé il y a un petit moment, justement par rapport à la Russie et la Chine qui voulaient faire un stablecoin indexé à l'or, mais le stablecoin c'était du coup un yen numérique. Mais là du coup, c'est la Russie et l'Iran qui ont annoncé leur intention de créer un stablecoin commun qui serait adossé à la valeur de l'or. Ce stablecoin serait du coup utilisé pour les échanges commerciaux entre les deux pays, permettant ainsi de contourner les sanctions économiques imposées par les États-Unis. Et on verra quelque chose juste après qui est très intéressant. Le projet est quand même actuellement en suspens en raison de la législation russe qui n'a pas encore établi un cadre légal pour les cryptos. Les deux pays du coup cherchaient bien à être financièrement indépendants pour ne pas être affectés par les sanctions internationales. Il s'agit donc d'une stratégie de plus en plus utilisée pour contourner les sanctions et maintenir les échanges commerciaux en dehors de l'influence des pays qui les imposent, notamment les États-Unis qui essayent d'avoir un contrôle sur tout. Ensuite, Christine Lagarde qui nous dit que le Covid en Chine va augmenter l'inflation. La réouverture suite au Covid en Chine. Oui, pourquoi pas. Effectivement, ça peut relancer tout ce qui est demande sur le pétrole, ce genre de choses. Mais rappelez-vous que c'est selon la théorie quantitative de la monnaie, principalement, on va dire excusez-moi, je
coupe un trade en même temps, enfin je coupe une entrée qui n'aura pas lieu. Et donc du coup, vous comprenez bien ici que ce que ça veut dire, c'est que c'est l'impression monétaire, hein, c'est la masse monétaire qui crée principalement de l'inflation ici. On continue ici sur la semaine prochaine, j'en ai déjà parlé je crois, mais on aura première estimation du PIB du trimestre 4, donc du dernier trimestre 2022. On aura des chiffres sur l'inflation, ça ce sera pour vendredi, donc ce sera jeudi, vendredi, hein, principalement le gros de la semaine, sur la semaine prochaine. Ensuite, la semaine d'après, on aura bien entendu le meeting de la Fed, le FOMC, qui se tiendra le 1er février. On voit autre chose sur le DXY. DXY a bien fait sa Death Cross par rapport à ce qu'on avait vu précédemment. Golden Cross ici, un magnifique rallye. Et puis maintenant, potentiellement, la fin de la musique, la fin de la partie, malheureusement, pour le DXY. Plutôt bénéfique, très probablement, pour l'ensemble des marchés et notamment nos cryptos préférés. On la suivra bien évidemment de près. Et généralement, elles sont bien suivies, hein, cette Death Cross sur le DXY, sur les timeframes en daily. Hein. Généralement, les rebonds sont faibles. Donc, je sais que beaucoup potentiellement essayer de l'encadrer, un rebond du dollar index, c'est pas ce qu'on est en train de voir sur la charte. Clairement, c'est pas ce qu'on est en train de voir. En fait, il y a aucune raison, techniquement, de voir ce prix se réapprécier. Hormis que nous sommes actuellement sur un énorme support qui faisait office précédemment de résistance. Là, ici, backtest 1, backtest 2, on craque. Derrière, on pousse extrêmement fort au nord. Et puis là, on revient en fait sur un ancien support qui fait maintenant office de résistance. On en a parlé d'ailleurs dans le live d'hier, mais on a bien une Death Cross actuellement sur le DXY. Est-ce que c'est le bon moment pour acheter? Ça va monter ou ça va descendre? En fait, la question est mal posée. Bien sûr que c'est le bon moment pour acheter, mais pas n'importe comment. Regardez la courbe, regardez 2019. On en est là. C'est le bon moment pour acheter sur toute la période. Alors bien sûr, il y a des hauts et des bas. Et sur le moment, ça nous semble énorme. Regardez en 2019, avec le recul, ça a l'air presque plat. Mais sur le moment, c'était les montagnes russes. Et bien sûr, si on achète à un prix plus bas, on a plus de crypto dans le portefeuille. On voudrait bien choper ce fameux point bas, le Graal. Et relax, hein, c'est votre ego qui vous manipule. On ne sait pas en avance où est le point bas. On est toujours beaucoup plus intelligent après coup. Et en plus, ce fameux point bas, il est différent pour chaque crypto. Donc, il n'y a pas un jour J où il faudrait faire tous les achats. Et le pire, c'est que parmi les cryptos qui seront au sommet de la prochaine bulle, certaines n'existent pas encore. Donc, il faut garder du cash sous la main. Faut pas tout griller maintenant. On voit que on nous dit que le prix du Bitcoin est resté en dessous de son realist price 179 jours. Donc, ce qui est la deuxième durée la plus longue sur les 4 derniers bear market. Donc, c'est historique, quasiment historique que le Bitcoin ait subi un bear market aussi long. Donc là, vous le voyez, on a le prix du Bitcoin depuis 2010, le prix du Bitcoin, c'est ce qui est en noir, le realist price, c'est ce qui est ici en orange. Et donc, vous voyez que la plupart du temps, le prix du Bitcoin est au-dessus du realist price. Et lorsqu'il passe en dessous, c'est quand même très intéressant parce que c'est des périodes où le Bitcoin est sous-évalué, où c'est intéressant d'en acheter. Donc là, vous voyez que en 2012, le prix du Bitcoin était en dessous du realist price sur cette zone-là. Très intéressant pour en acheter. Ensuite, bull market. À nouveau ici, on est resté très longtemps sur cette phase de stabilisation en dessous du realist price, bull market. À nouveau ici, sur cette belle stabilisation, marché haussier. À nouveau ici, crack Covid, crise sanitaire, hop, marché haussier. Et là, depuis quelques mois, le prix du Bitcoin était également en dessous du realist price. Et là, on vient de repasser au-dessus. Alors pour moi, le realist price, c'est vraiment un indicateur très intéressant. Et donc là, vous le voyez, on est repassé au-dessus, donc potentiellement bull market, ou en tout cas, comme j'ai pu vous le dire dans la vidéo d'analyse d'il y a quelques jours, acheter en dessous du realist price, acheter aux alentours des 10 000, 20 000 $, c'est une bonne zone d'achat pour du moyen long terme. Donc à l'écran, vous avez le Bitcoin en mensuel. Donc dans la première vidéo de l'année, il me semble, c'est pas la dernière que j'ai faite, mais celle juste d'avant, j'avais dit qu'il y avait deux possibilités. Soit on continue à baisser pour aller chercher les 10 000, soit éventuellement on pouvait remonter le long du nuage. J'avais même exprimé qu'on pourrait remonter en 3 bougies le long de ce nuage, hein, donc sans le traverser, puisque là on est en janvier, février et mars, ça permettrait de remonter. Soit, oui, effectivement, il
pouvait monter maintenant, puisque c'était un peu euphorique en janvier, et redescendre en février et casser ce nuage. Donc cette possibilité, cette dernière, reste toujours d'actualité. Hein. C'est pas parce que ça monte aujourd'hui que ça va pas baisser le mois prochain. Là, on est monté, on est rebaissé après, et on n'est que le 21 janvier, donc ça peut encore baisser. Mais compte tenu de ce qui se passe là depuis hier, on va dire qu'on va être plutôt optimiste. On va pas envisager le scénario baissier, on va rester sur un scénario haussier, parce qu'avec une bougie comme elle se présente actuellement, je pense que pour le moment ça devrait continuer à monter. Donc d'un point de vue purement technique, on sera en train on pourrait longer le nuage ici, et même chose, j'avais dit, bon, il y a deux choix, ou la lagging span, elle passe entre les bougies, ou elle rebondit, et elle rebondit aussi. Pour le moment, la lagging span ne valide absolument pas de baisse de long terme, hein. Donc il faut relativiser ça, on est en mensuel, donc attention, mais pour le moment, elle peut remonter aussi. Donc le potentiel haussier est présent, mais le potentiel baissier n'est pas totalement éliminé. Donc attention. Je ne pense pas que ça c'était le plus bas. Je pense tout simplement qu'on va faire un plus bas cette année qu'on l'a pas encore fait. C'est-à-dire que là ce qu'on est en train de faire c'est une mèche haute. Ensuite on va probablement essayer de trouver le plus bas avant de remonter et de clôturer l'année. Dieu seul sait comment, mais j'attends toujours à ce que... Je pense que l'année sera positive, d'accord, déjà premièrement. Donc effectivement, pourquoi pas finir un petit peu plus haut. Ceci étant dit, je pense d'abord que le marché doit nous faire une mèche basse. Donc là j'ai tendance à dire qu'il faut une mèche haute avant de faire une mèche basse, avant potentiellement de finir l'année de manière positive. Je pense que cette année sera positive, mais j'attends encore un peu plus bas. J'attends toujours cette fameuse mèche basse. J'ai donc toujours tendance à penser que le plus bas sur les cryptos n'est pas fait à tort ou à raison. Ensuite, on a la collection World of Women qui est une très grosse collection sur ETH, vraiment axée, on va dire, femmes, on va dire ça comme ça. Et sachez qu'ils font un petit peu comme les Bored Ape, en fait, ils font une espèce de comité World of Women, avec du coup, ils vont élire des gens, ils vont prendre des décisions comme ça. Donc, du coup, ce sera un truc à suivre aussi, je pense, parce que même si la collection a bien chuté, elle continue à faire beaucoup de choses pour l'écosystème. Donc, ça reste un truc à surveiller, même si, en fait, c'est des parties des collections qui vous font dire que le floor price, c'est pas tout, en fait. Parce que même si le floor price a beaucoup baissé, ils continuent une build, ils proposent plein de choses, ils mettent en avant plein de femmes, plein d'artistes, plein de trucs, donc c'est plutôt chouette ce qu'ils font. Notre positionnement, c'est de vraiment rendre accessible et concret, démontrer au fur et à mesure. Donc certes, le métavers, c'est quelque chose qui va mettre 10 ans à se construire, mais les gens ne vont pas attendre 10 ans pour voir de quoi ça a l'air. Donc on lance des contenus, on lance des expériences, on a notre game maker que tout le monde peut utiliser gratuitement. Il y a des gens qui streament pour vous aider à vous améliorer dessus. On veut rendre le métaverse plus concret et accessible dès maintenant. Comme ça, on a un début d'inspiration des possibilités, et c'est finalement le feedback qui remonte le plus souvent de notre communauté. Je suis venu, j'ai créé un avatar, je suis venu, j'ai vu, et j'ai été inspiré, et j'ai vaincu. J'ai voulu. Alors je sais pas, oui, il y a des quêtes, etc. J'ai vaincu, mais j'ai aussi voulu. Pourquoi Sandbox propose autant de marques, de contenu, etc. C'est pour inspirer. Finalement, c'est-à-dire voilà, on vous propose ça. À terme, c'est pas Sandbox qui va construire, c'est pas les marques, c'est 99,9% de contenu, c'est les utilisateurs. Il y aura des millions de créateurs. Et Minecraft a prouvé que c'était possible et que ça peut passionner des dizaines de millions de gens. C'est ça, mais Minecraft l'a prouvé, les Lego l'ont prouvé avant, et quelques autres jeux très typés UGC aussi. Et c'est ça l'avenir du jeu vidéo, et c'est ce en quoi finalement pour nous le métaverse, c'est la vision qu'on a du métaverse, elle est surtout et avant tout autour de que tout le monde puisse devenir un créateur, s'amuse, socialise dans ce monde, et elle est assez lointaine d'un univers qui est une réalité haute définition avec des casques de réalité virtuelle, etc. Ça ne nous semble pas accessible au jour d'aujourd'hui. Alors, première chose à faire, et je vous conseille de toujours faire ça lorsqu'il y a une mise à jour, on va check le game update du jeu. Et oui, il faut se renseigner sur les nouveautés avant de lancer une partie, sinon on est très surpris et on ne comprend pas pourquoi. Ici sur le Discord, c'est écrit en américain, mais pas besoin de DeepL, je vais vous traduire la chose. Concrètement, les conditions de win au tour 16 ont été remplacées par un système de score. Le joueur avec le plus haut score remporte la partie. Et si les deux joueurs ont le même score, c'est un draw, un match nul. Une nouvelle condition de win, si un joueur obtient le score de 50 ou plus, il gagne immédiatement la partie. Si les deux joueurs ont plus de 50 points, celui avec le score le plus élevé gagne la partie.
tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.